le couteau traversa l'air comme une lame de regret, effleurant la joue de Benjamin sans la blesser, mais laissant une trace invisible qui saignait encore des années plus tard. « Tu n'es qu'un monstre, un imposteur qui a volé mon cœur pour le piétiner devant nos enfants, hurla Sophie, sa voix résonnant dans l'appartement parisien comme un glas funèbre, tandis que les petits Louis et Émilie se recroquevillaient dans un coin, leurs yeux agrandis par la terreur. Dans ce chaos, Clément apparut comme un phare dans la tempête, sa main ferme saisissant le bras de Benjamin, murmurant d'une voix brisée, « Viens, on s'en va. » L'amour vrai ne se brise pas sur des mensonges. Les rues de Paris s'étiraient sous un ciel d'automne plombé, où les feuilles jaunies des marronniers du boulevard Saint-Germain dansaient une valse funèbre au gré du vent froid. Benjamin marchait d'un pas mécanique, le col de son manteau relevé contre la morsure de l'air, mais rien ne pouvait protéger son cœur déchiré. À 38 ans, il avait tout sacrifié pour une vie qu'il croyait être la sienne, un mariage stable avec Sophie, 2 enfants adorables, une carrière d'avocat prometteuse dans un cabinet du Marais. Et pourtant, ce soir-là, tout s'était effondré comme un château de cartes sous une bourrasque invisible. Il repensa à cette soirée fatidique, 3 mois plus tôt. Sophie avait organisé un dîner d'anniversaire surprise pour leurs 10 ans de mariage, dans leur appartement haussmannien surplombant la Seine. Les bougies scintillaient sur le gâteau, les rires des enfants emplissaient la pièce, et Benjamin, un verre de Bordeaux à la main, avait senti une chaleur familière l'envahir. Mais au fond de lui, une ombre persistait, un secret qu'il portait depuis l'université, enfoui sous des couches de convention et de peur. Clément. Ce nom résonnait comme un écho distant, un appel du cœur qu'il avait ignoré pendant des années. Sophie, avec ses cheveux châtains cascadant en boucles parfaites et son sourire qui illuminait les salles de réunion, avait été son encre. Ils s'étaient rencontrés à la Sorbonne, lors d'un séminaire sur le droit international. Elle, ambitieuse et charismatique, lui, studieux et réservé. Leur union avait semblé inévitable, un conte de fées moderne dans la ville lumière. Mais au fil des ans, les nuits solitaires de Benjamin s'étaient multipliées, remplies de rêves interdits où des mains masculines effleuraient sa peau avec une tendresse qu'il n'osait pas nommer. C'est lors d'une conférence à Lyon, 1 an auparavant, que le destin avait frappé. Clément Duval, un journaliste freelance aux yeux verts perçants et au rire contagieux, avait couvert l'événement. Ils s'étaient croisés au bar de l'hôtel, après une journée épuisante de débats sur les droits humains. « Vous parlez de justice comme si c'était une amende perdue », avait dit Clément, son accent provençal roulant comme un vin doux. Benjamin avait ri, pour la première fois depuis longtemps, et cette nuit-là, sous les étoiles filantes d'un ciel clair, ils avaient partagé un baiser volé dans l'ombre d'un parc. Depuis, les rendez-vous clandestins s'étaient succédé, un café furtif rue de Rivoli, une promenade nocturne le long des quais, des messages codés sur des applications anonymes. Clément était tout ce que Benjamin n'avait jamais osé être, libre, passionné, sans chaîne. À 40 ans, divorcé d'une union hétéro qui n'avait tenu que par habitude, il vivait pour l'instant, pour l'adrénaline d'une plume qui dénudait les injustices du monde. L'amour n'est pas une prison, Benjamin, lui murmurait-il lors de leurs étreintes volées. C'est une clé qui ouvre les portes qu'on croyait fermées. Mais la vérité a une façon cruelle de surgir. Ce soir d'anniversaire, Sophie avait découvert les messages. Un téléphone oublié sur la table de nuit, un nom inconnu clignotant à l'écran, « Rendez-vous ce soir ?» Ton sait. Elle avait lu, les mots se gravant en elle comme du vitriol. Quand Benjamin était rentré, ivre de joie feinte, elle l'avait confronté, les yeux rougis par les larmes. « Clément ? Qui est ce Clément qui te fait vibrer comme je ne l'ai jamais pu ?» Les enfants, sentant la tempête, s'étaient réfugiés dans leur chambre, mais les murs minces ne pouvaient contenir les éclats de voix. « Je t'aime, Sophie, mais pas comme tu le mérites. Je suis gay. J'ai toujours su, mais j'ai eu peur. » Les mots étaient sortis comme un aveu libérateur, mais ils avaient fracassé le monde de Sophie. Elle avait hurlé, pleuré, supplié. « Et nos enfants ? Tu vas les abandonner pour un caprice d'homme. » Benjamin avait nié, jurant de rester pour eux, mais le mal était fait. 2 semaines plus tard, elle avait demandé le divorce, citant incompatibilité d'humeur dans les papiers, mais en privé, elle avait juré de le punir. « Tu ne verras pas Louis et Émilie tant que je vivrai. Ils ne grandiront pas avec un père qui trahit tout ce qu'ils touchent. » Les mois suivants furent un tourbillon de douleur. Benjamin avait quitté l'appartement, s'installant dans un studio exigu du quartier latin, meublé d'un lit, une place et de livres poussiéreux qui ne parvenaient pas à combler le vide. Clément était là, fidèle comme une ombre bienveillante, cuisinant des ratatouilles provençales pour apaiser les soirées solitaires, tenant Benjamin dans ses bras quand les sanglots venaient.
On va se battre pour tes enfants, promettait-il, ses doigts traçant des cercles apaisants sur le dos de Benjamin. Leur amour, naissant dans la clandestinité, fleurissait maintenant au grand jour, un mélange de tendresse et de feu qui consumait les doutes. Pourtant, Sophie ne lâchait pas prise. Elle avait engagé le meilleur avocat de Paris, un requin du barreau nommé Maître Leclerc, et avait obtenu une ordonnance temporaire interdisant à Benjamin tout contact avec les enfants. Pour leur bien, avait-elle déclaré lors de l'audience préliminaire, sa voix tremblante mais ferme. Il les exposerait à un mode de vie instable. Le juge, un homme âgé aux lunettes pincées, avait hoché la tête, citant des précédents conservateurs. Benjamin, assis au fond de la salle lambrissée du palais de justice, avait senti son monde s'effondrer. Clément, à ses côtés, avait serré sa main sous la table, un geste discret mais chargé de promesses. Les nuits étaient les pires. Benjamin errait seul dans les rues pluvieuses de Montmartre, passant devant les cafés où il avait jadis emmené Sophie danser, ou les parcs où Louis ramassait des feuilles mortes avec émerveillement. Émilie, sa petite de 6 ans, lui manquait comme une amputation. Il imaginait son rire, ses boucles blondes, et les larmes coulaient sans fin. Clément le retrouvait toujours, le ramenait chez lui, où il faisait l'amour avec une urgence désespérée, comme si chaque caresse pouvait guérir les plaies invisibles. « Tu es leur père, Benjamin. Et tu es mon tout, murmurait Clément, ses lèvres effleurant la nuque de son amant. Mais au-delà de la passion, une ombre planait, la jalousie de Sophie. Ce qu'elle ne disait pas, c'était son amour persistant pour Benjamin, un attachement viscéral teinté de possessivité. Dans les recoins de son cœur, elle se surprenait à revivre leurs moments intimes, se demandant si elle avait pu l'empêcher de dévier. Il m'aimait, j'en suis sûr, confiait-elle à sa sœur lors d'appels nocturnes larmoyants. C'est cet intrus, ce Clément, qui l'a perverti. Sa colère masquait une douleur plus profonde, un refus d'accepter que l'amour de Benjamin ait toujours été ailleurs. Bientôt, la bataille juridique s'intensifia. Benjamin engagea à son tour un avocat, une femme farouche nommée Élise Moreau, spécialiste des droits familiaux LGBTQ+. On va prouver que l'orientation sexuelle n'est pas un frein à la parentalité, assura-t-elle lors de leur première rencontre, dans un bureau encombré de dossiers près de la place de la Bastille. Clément, présent pour soutenir, ajouta d'une voix calme, et on va montrer que l'amour véritable élève, il ne détruit pas. Élise sourit, impressionnée par leur union solide. Les audiences préliminaires furent un calvaire. Sophie dépeignait Benjamin comme un père irresponsable, citant ses absences professionnelles ou omettant qu'elles étaient dues à son dévouement au cabinet. Maître Leclerc, avec son éloquence glaciale, agitait des photos de la nuit de la dispute, où les enfants pleuraient. « Voyez le chaos qu'ils sèment » tonnait-il. Benjamin, contraint au silence, serrait les poings sous la table, tandis que Clément, dans le couloir, lui glissait des mots d'encouragement, « Tiens bon, mon amour. » La vérité finit toujours par luire. Un soir, après une journée épuisante au tribunal, Benjamin et Clément se promenèrent le long de la Seine, les lumières des ponts se reflétant dans l'eau comme des étoiles tombées. « Et si je perds tout » murmura Benjamin, la voix brisée. Clément s'arrêta, le prit dans ses bras sous le regard indifférent des passants. « Tu ne perds rien. Nos enfants à venir, notre vie. C'est ça, le vrai combat. » Ils s'embrassèrent, un baiser salé de larmes, scellant une promesse muette. Mais au loin, dans l'ombre d'un café, une silhouette familière observait, Sophie, le cœur serré, réalisant que son amour secret pour Benjamin la rongeait comme un poison lent. La tension montait, et avec elle, les premiers signes de trahison. Sophie, dans un moment de faiblesse, contacta un détective privé pour surveiller Clément. « Je dois savoir qui est cet homme qui m'a volé mon mari » se justifia-t-elle. Les rapports arrivèrent bientôt, photos de Clément et Benjamin main dans la main à Lyon, des nuits passées dans des hôtels discrets. Au lieu de la disculper, ces images attisèrent sa flamme intérieure. Il est si vulnérable avec lui, songea-t-elle, une pointe d'envie la transperçant. Pourtant, elle les utilisa comme armes, les brandissant lors de la prochaine audience comme preuve d'une influence néfaste. Benjamin, apprenant cela par Élise, sentit la rage l'envahir. « Elle me punit pour être qui je suis » s'exclama-t-il ce soir-là, dans les bras de Clément. Ce dernier, calme comme toujours, répondit « Non, elle se punit elle-même. » L'amour non partagé est la plus grande trahison. Leur nuit fut une tempête de passion, où les corps s'entremêlaient pour oublier le monde extérieur. Mais au matin, un appel de Sophie changea tout, « Viens voir les enfants une dernière fois. » Avant que le tribunal ne décide. Était-ce un piège, ou un sursaut d'humanité? Benjamin,
Le cœur battant, accepta, ignorant que ce serait le début d'une révélation dévastatrice. Le café eut le temps perdu, niché dans une ruelle pavée du VE arrondissement, exhalait une odeur de croissant chaud et de café torréfié qui contrastait avec la lourdeur qui pesait sur l'âme de Benjamin. Il s'y rendit seul, comme convenu, laissant Clément à l'appartement avec une promesse, « Si je ne reviens pas dans 2 heures, appelle Élise. » Les cloches de Notre-Dame sonnaient midi quand il poussa la porte vitrée, le tintement joyeux du carillon moqueur face à son appréhension. Sophie était déjà là, installée à une table du fond, flanquée de Louis et Émilie. Les enfants, apprêtés comme pour une communion, levèrent des yeux timides vers leur père. Louis, 8 ans, serrait un soldat de plomb dans sa main, et Émilie, avec sa robe à fleurs, mâchonnait nerveusement une brioche. « Papa » s'écria-t-elle en se jetant dans ses bras, et Benjamin sentit un sanglot monter, qu'il ravala pour ne pas effrayer les petits. Sophie observait, les lèvres pincées, son tailleur gris perle impeccable masquant le tumulte intérieur. « Ils t'ont manqué » demanda-t-elle d'une voix neutre, presque clinique, en commandant un thé pour masquer son tremblement. Benjamin hocha la tête, incapable de parler, tandis qu'il caressait les cheveux de sa fille. Les minutes s'écoulèrent en un précieux cocon, des histoires chuchotées sur l'école, des rires forcés sur les bêtises de Louis, une Émilie blottie contre lui comme un chaton apeuré. Pour la première fois depuis des mois, Benjamin respira, sentant la chaleur de leur présence panser ses plaies. Mais Sophie brisa l'illusion. « C'est la dernière fois, Benjamin. Le juge a penché en ma faveur. Demain, l'audience finale scellera tout. » Ces mots tombèrent comme une sentence, et les enfants, sentant la tension, se raidirent. « Maman, pourquoi papa ne peut pas venir à la maison » demanda Émilie d'une voix fluette. Sophie hésita, son masque craquelant l'espace d'un instant. « Parce que papa a choisi une autre vie. Une vie qui n'est pas la nôtre. » Benjamin bondit, « C'est faux. Je vous aime tous, plus que tout. C'est toi qui nous sépares, Sophie, par peur et par vengeance. » Les têtes se tournèrent dans le café, mais Sophie ne broncha pas. Au contraire, une lueur étrange traversa ses yeux noisettes. Vengeance ? Peut-être. Mais sais-tu ce que c'est, d'aimer quelqu'un qui t'échappe ? De le voir sourire à un autre comme il ne l'a jamais fait pour toi. Sa voix se brisa, et Benjamin comprit soudain, elle ne le haïssait pas. Elle l'aimait encore, d'un amour tordu par la jalousie, un feu qui consumait tout sur son passage. Sophie. Je ne savais pas. J'ai essayé, pour nous, pour les enfants. Mais mon cœur bat pour Clément depuis toujours. Le nom de Clément fit l'effet d'une gifle. Sophie pâlit, serrant sa tasse si fort que ses jointures blanchirent. Clément. Cet homme qui t'a corrompu. J'ai vu les photos, Benjamin. Vous, enlacés dans des parcs, riant comme des amants de roman. Et moi ? Moi, je reste avec des souvenirs froids. Les enfants, confus, regardaient alternativement leurs parents. Louis murmura, « Papa, c'est qui Clément ?» Benjamin, déchiré, improvisa, « Un ami qui aide papa à être heureux, mon chéri. » Mais Sophie ricana amèrement. « Un ami ? Dis-leur la vérité, ou je le ferai pour toi. » Le chantage plana comme une ombre. Benjamin, pour protéger leur innocence, choisit le silence. La rencontre s'acheva dans les larmes, Émilie s'accrocha à sa jambe, suppliant « Ne pars pas », tandis que Louis, stoïque, lui glissa un dessin froissé à un portrait familial où 3 silhouettes se tenaient la main. Sophie les emporta, son regard d'adieu chargé d'une promesse venimeuse, « Prépare-toi pour demain. Et souviens-toi, l'amour que tu as trahi ne pardonne pas. » De retour au studio, Benjamin s'effondra dans les bras de Clément, racontant tout dans un flot de mots hachés. Clément écouta, son visage grave, puis le serra plus fort. « Elle souffre, Benjamin. Mais sa douleur ne justifie pas de nous détruire. » Cette nuit-là, leur intimité fut douce, presque sacrée, des caresses lentes, des murmures de réconfort, comme si leur corps pouvait conjurer le destin. Clément, avec sa peau hâlée par les soleils du sud et ses cicatrices d'une vie libre, était l'antidote à la rigidité parisienne de Benjamin. « Demain, on gagne » souffla-t-il, ses lèvres sur le front de son amant. « Pour nous, pour eux. » L'audience finale, au palais de justice de l'île de la Cité, fut un théâtre de passion contenue. La salle, avec ses hauts plafonds voûtés et ses bancs de bois patinés, bourdonnait d'une tension palpable. Élise Moreau, en tailleur bleu marine, déploya son arsenal, témoignage de psychologues affirmant que les enfants de parents homosexuels s'épanouissaient autant que les autres,
preuve de la stabilité de Benjamin à son poste fixe, ses comptes impeccables, son amour inconditionnel pour Louis et Émilie. Monsieur Duval, le compagnon de Monsieur Lemoine, apporte un soutien émotionnel solide, loin d'être une influence néfaste comme allégué, déclara Élise, projetant des photos anodines de Clément avec les enfants lors d'une rencontre passée. Clément, appelé à la barre, parla d'une voix ferme, son accent chantant adoucissant les mots durs. « Je ne suis pas un rival. Je suis l'homme qui rend Benjamin meilleur père, meilleur homme. Notre amour est pur, et il élève, il ne divise pas. » Le juge, Madame Duval, ironie du sort, un homonyme de Clément nota avec intérêt, son plume grattant le papier. Mais Maître Leclerc contre-attaqua férocement, présentant les preuves de Sophie, les photos volées, agrandies pour souligner l'intimité. Voyez comme Monsieur Lemoine priorise son amant sur sa famille. Une nuit à Lyon, alors que sa femme accouchait seule d'Émilie. C'était un mensonge éhonté où Émilie était née des années plus tôt, mais il sema le doute. Sophie, témoignant à son tour, fut un tourbillon d'émotions. Vêtue d'une robe noire sobre, elle pleura, raconta des anecdotes touchantes de leur vie commune, les Noëls au ski à Chamonix, les anniversaires sous les cerisiers en fleurs. J'ai aimé cet homme de tout mon être. Et maintenant, il nous abandonne pour ça. Sa voix se cassa sur le mot, et la salle retint son souffle. Benjamin, du banc des accusés, sentit une lame le transpercer. Il comprit alors la profondeur de sa trahison, non pas envers Clément, mais envers elle, envers la femme qui avait cru en un avenir qu'il n'avait jamais pu lui offrir. La pause déjeuner fut un calvaire. Dehors, sous un ciel gris, Benjamin et Clément marchèrent jusqu'au Pont-Neuf, où les statues de pierre semblaient juger en silence. Elle ment, mais elle souffre vraiment, confia Benjamin, les larmes aux yeux. Clément hocha la tête. Et c'est ça qui rend la trahison si amère. Mais l'amour vrai, le nôtre, survit à ça. Ils s'embrassèrent brièvement, un geste rebelle sous les yeux des passants, scellant leur alliance. L'après-midi apporta le coup de théâtre. Élise produisit un enregistrement surprise, un appel de Sophie à sa sœur, intercepté légalement, où elle avouait « Je l'aime encore, tu sais. C'est pour ça que je le punis. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. » La salle bruissa. Maître Leclerc objecta, mais le juge Duval fronça les sourcils. « Madame Lemoine, est-ce exact ?» Sophie, prise au dépourvu, balbutia, son masque tombant enfin. « Oui. J'ai eu tort. Mais les enfants. » Le verdict fut suspendu jusqu'au lendemain, laissant Benjamin dans un limbo agonisant. Cette nuit, chez Clément où ils avaient fusionné leur vie dans un appartement plus grand près du canal Saint-Martin, l'amour fut leur refuge. Des heures de tendresse, où Clément explora chaque courbe de Benjamin avec une dévotion presque religieuse, murmurant des poèmes de Verlaine entre deux baisers. « Ton corps est ma carte au trésor, dit-il, et Benjamin rit pour la première fois depuis des jours, sentant la vie renaître. Mais au matin, un appel anonyme changea tout, Sophie prépare une surprise. « Méfie-toi. » Était-ce sa sœur, repentie? Ou un piège plus sombre? Benjamin, le cœur serré, se prépara pour la suite, ignorant que la trahison de Sophie n'était que le prélude à une révélation plus profonde, une qui impliquerait Clément et un secret enfoui dans le passé de leur amour. Le palais de justice, ce matin-là, semblait plus imposant que jamais, ses colonnes corinthiennes se dressant comme des sentinelles impassibles sous un soleil pâle de novembre. Benjamin arriva tôt, Clément à ses côtés, leurs mains effleurées dans la cohue des couloirs pour un contact furtif qui valait tous les serments. Élise les briefa rapidement, on a l'avantage avec l'enregistrement. Mais restez calme. Sophie pourrait craquer. Benjamin hocha la tête, mais son estomac se nouait. L'appel anonyme de la nuit précédente hantait ses pensées, une voix déformée, un avertissement sibyllin. La surprise de Sophie. Elle touche à ton passé avec Clément. La salle d'audience se remplit lentement, journalistes du Figaro et de Libération, curieux attirés par le scandale d'un divorce aux accents modernes, et au premier rang, les enfants, confiés à une assistante sociale, leurs visages pâles comme des masques. Louis croisa le regard de son père, un sourire timide illuminant ses yeux, et Benjamin sentit une bouffée d'espoir. Sophie entra la dernière, escortée par Maître Leclerc, son allure défaite contrastant avec sa détermination précédente. Elle évita le regard de Benjamin, fixant un point invisible sur le mur lambrissé. Madame Duval, le juge, reprit la parole d'une voix mesurée, nous poursuivons l'audience. Madame Lemoine, souhaitez-vous ajouter quelque chose suite à l'enregistrement produit?
Un silence pesant s'abattit. Sophie se leva, les mains tremblantes sur la barre. Oui, votre honneur. J'ai menti. Pas sur mes sentiments, mais sur l'instabilité de Benjamin. Il est un bon père. Mais... Elle hésita, jetant un regard vers Clément. Il y a autre chose. Quelque chose que j'ai découvert hier. Le cœur de Benjamin s'emballa. Maître Leclerc tenta d'intervenir, objection. Ce n'est pas pertinent. Mais le juge leva la main. Laissez-la parler. Sophie inspira profondément, sa voix gagnant en force. J'ai engagé un détective, oui. Mais pas seulement pour des photos. Il a fouillé le passé de Monsieur Duval. Elle sortit une enveloppe Kraft, la posa sur la table avec un bruit mat. Clément Duval n'est pas divorcé comme il le prétend. Il a fui une affaire en Provence, il y a 5 ans. Une plainte pour harcèlement moral contre un jeune assistant, étouffé par de l'argent. Et une relation avec un mineur, borderline, mais réel. Un murmure parcourut la salle. Benjamin se tourna vers Clément, dont le visage avait blêmi, les yeux verts écarquillés par la stupeur. C'est faux, murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Élise bondit, c'est de la calomnie. Nous n'avons pas été notifiés. Mais Sophie continua, impitoyable, j'ai les documents. Pour protéger mes enfants, je dois révéler ça. Benjamin mérite de savoir avec qui il couche. Les mots étaient crus, venimeux, et Benjamin sentit le monde basculer. Était-ce la trahison ultime? Sophie, utilisant un secret pour le frapper là où ça faisait le plus mal. Clément, au bord de la panique, demanda la parole. Le juge acquiesça, et il s'avança, la gorge serrée. Votre honneur, ces allégations sont déformées. Oui, j'ai eu une affaire compliquée en Provence. J'étais journaliste, couvrant un scandale local. L'assistant en question était majeur, consentant, mais sa famille a monté en épingle pour me faire taire. J'ai payé pour éviter le procès, pour ma carrière. Quant aux mineurs, point. Il déglutit. C'était une rumeur, lancée par un concurrent jaloux. Jamais prouvé, jamais vrai. Sa voix se brisa, et il se tourna vers Benjamin, mon amour, je te jure, je n'ai rien caché qui puisse nous nuire. Mais le doute était semé. Maître Leclerc exhiba les papiers, contrat d'indemnisation, témoignages anonymes. La salle bruissait de spéculations. Benjamin, assis immobile, revivait en flash leur moment, le premier baiser à Lyon, les nuits provençales où Clément lui contait son passé comme un roman d'aventure. Avait-il omis ses ombres pour le protéger? Ou pour se protéger lui-même? Sophie, observant la fissure, sentit une victoire amère. Tu vois, Benjamin? Il n'est pas l'homme que tu crois. Reviens-moi. Pour les enfants. La pause fut déclarée, et le couloir devint un champ de bataille. Élise entraîna Clément dans une salle annexe pour un contre-interrogatoire express. Explique-toi, vite. Clément, les larmes aux yeux, déballa tout, l'affaire datant de 2020, un jeune de 20 ans impliqué dans une enquête sur la corruption municipale. La famille, influente, avait crié au scandale pour discréditer son article. J'ai payé 100 000 € pour clore ça. C'était une erreur de jeunesse, pas un crime. Et le mineur? Une invention. J'ai vérifié les archives, rien. Élise hocha la tête, sceptique mais déterminée, on va contre-attaquer avec un expert en diffamation. Dehors, Benjamin affronta Sophie. Pourquoi? Pour me briser complètement? Elle le fixa, les yeux rougis. Pour te sauver. Cet homme te mènera à la ruine. Moi, je t'aime depuis toujours. Secrètement, même maintenant. La confession plana, un avenu qui désarma Benjamin. Sophie. Ton amour m'a étouffé. J'ai besoin d'air, de vérité. Elle recula, blessée, la vérité? C'est que tu m'as trahi en premier. Clément les rejoignit, le visage ravagé. Benjamin, crois-moi. Je t'aime trop pour te mentir. Ils s'étreignirent brièvement, un geste désespéré sous les regards curieux, mais Benjamin se dégagea doucement. J'ai besoin de temps. Le reste de l'audience fut un brouillard, Élise produisit des contre-preuves, un affidavit d'un avocat provençal innocentant Clément. Le juge Duval, après délibération, suspendit le jugement, besoin d'enquête supplémentaire sur ces allégations. Audience reportée dans 2 semaines.
la nouvelle frappa comme un coup de grâce. Dehors, sous une pluie fine, Benjamin et Clément marchèrent en silence vers le métro. « Parle-moi » implora Clément, sa voix un filet. Benjamin s'arrêta sous un porche, les larmes se mêlant à l'eau du ciel. « As-tu vraiment tout dit ?» Clément jura, jurant sur leur amour, et ils rentrèrent, la tension palpable. Cette nuit, leur lit fut un champ de mine, des caresses hésitantes, des mots susurrés, mais l'ombre du doute persistait. Clément, nu et vulnérable, confessa « J'ai eu peur de te perdre. » C'était du passé, enterré. Benjamin, le cœur déchiré, le serra contre lui, l'amour exige la lumière, pas les tombes. Les jours suivants furent un tourbillon introspectif. Benjamin consulta un thérapeute, un homme sage du nom de Pierre, dans un cabinet surplombant le Luxembourg. La trahison n'est pas toujours malveillante, dit Pierre. Parfois, c'est la peur qui la dicte. Clément, de son côté, fouilla ses archives, contactant d'anciens collègues pour des témoignages. Sophie, rongée par la culpabilité, envoya un message, « Pardonne-moi. Les documents étaient exagérés. Je voulais juste te garder. » Benjamin répondit par le silence, mais le germe du pardon germait. Pourtant, le vrai conflit couvait ailleurs. Lors d'une rencontre fortuite avec Louis et Émilie, organisée par l'assistante sociale dans un parc près de la Tour Eiffel, Benjamin vit la peur dans leurs yeux. « Maman dit que ton ami est méchant » chuchota Émilie. Le cœur de Benjamin se serra. La manipulation de Sophie s'étendait, empoisonnant l'innocence. Ce soir-là, il confronta Clément, « Si tes secrets blessent mes enfants, je ne pourrai pas continuer. » Clément, brisé, promis, « Je vais tout réparer. Publie mon histoire, si tu veux. Que le monde juge. » La semaine passa en préparatifs fiévreux. Élise engagea un détective indépendant, qui confirma l'innocence de Clément. L'affaire était une cabale professionnelle, classée sans suite. Sophie, apprenant cela, craqua lors d'un appel à Benjamin, « J'ai eu tort. Viens, parlons pour les enfants. » Était-ce sincère? Ou une nouvelle manœuvre? Benjamin accepta, seul, dans un bistrot anonyme de Belleville. Sophie arriva, défaite, un verre de vin à la main. « Je t'aime encore. » « C'est ça, ma trahison, refuser de te lâcher. » Benjamin, touché malgré tout, répondit, « Laisse-moi être père. Et trouve ton propre chemin. » Leur conversation, chargée d'années refoulées, dura des heures. Sophie avoua ses doutes précoces, ses suspicions sur l'orientation de Benjamin, son amour secret qui l'avait aveuglé. « J'ai bloqué les enfants pour te punir, mais je me punissais moi-même. » Des larmes coulaient, et pour la première fois, Benjamin la serra dans ses bras à un adieu platonique, chargé de tendresse résiduelle. On peut coparenter, Sophie. Pour eux. De retour auprès de Clément, Benjamin confessa tout. Elle m'aime encore. Mais toi, tu es mon présent. Leur réconciliation fut ardente, une nuit où l'amour effaça les ombres, corps et âme fusionnant dans une danse primitive. Pourtant, le tribunal approchait, et avec lui, le vrai test, la réaction de Sophie face à leur union inébranlable. Les 2 semaines d'attente s'étirèrent comme une éternité, chacune des heures marquées par l'incertitude qui rongeait Benjamin de l'intérieur. Paris, ville des amours éternels, semblait se moquer de lui, les couples enlacés sur les terrasses des Champs-Élysées, les murmures complices dans les allées du jardin des Tuileries, tout rappelait ce qu'il risquait de perdre. Clément, sentant sa détresse, multiplia les gestes tendres, un pique-nique improvisé sous la pluie au bois de Boulogne, une lecture de Rimbaud à voix haute dans leur lit, ces mots enveloppant Benjamin comme un cocon. L'amour est un feu qui ne s'éteint pas, citait-il, et pour un temps, cela suffisait. Mais la nuit, les démons revenaient. Benjamin rêvait de Louis et Émilie grandissant sans lui, de Sophie victorieuse, de Clément fuyant sous le poids des ragots. Il se réveillait en sueur, cherchant refuge dans les bras de son amant. « Et si le juge nous sépare » murmurait-il. Clément, les yeux brillants dans l'obscurité, répondait, « Alors on se battra ailleurs. » L'amour n'a pas de frontières, même pas celle d'un tribunal. Leur intimité devint un sanctuaire, où chaque étreinte était une affirmation de vie, des explorations lentes, des rires étouffés, des promesses chuchotées contre la peau. Sophie, de son côté, traversait son propre enfer. Seule dans l'appartement autrefois joyeux, elle revoyait les fantômes de leur passé, les dîners aux chandelles, les voyages à Deauville où Benjamin la portait sur la plage au coucher du soleil. Son amour secret pour lui, qu'elle avait nié pendant des années, la consumait maintenant.
Pourquoi lui, et pas moi, se lamentait-elle auprès de sa sœur, qui l'exhortait à lâcher prise. Influencée par Élise, qui avait discrètement contacté l'assistante sociale, Sophie accepta une médiation familiale. Lors de la session, dans un bureau neutre près de l'opéra, elle affronta Benjamin pour la première fois sans armes. « Je veux que les enfants te voient. » Mais... Et Clément ? Benjamin, honnête, répondit, « Il fait partie de moi. Comme toi, tu fais partie de notre histoire. » Sophie hocha la tête, une trêve fragile naissant. Elle avoua même avoir exagéré les allégations contre Clément par jalousie pure. « Je voulais le salir, pour que tu reviennes. » La confession libéra un peu de poison, et ils signèrent un accord provisoire, visite supervisée pour Benjamin, avec les enfants. Le soir, Benjamin raconta tout à Clément, qui l'écouta en silence avant de dire « C'est un pas. » Mais le vrai test est devant nous. L'audience finale arriva sous un ciel clair, comme un signe. La salle était bondée, médias, amis de Benjamin du cabinet d'avocats, même la sœur de Sophie pour la soutenir. Les enfants, assis avec l'assistante, dessinaient nerveusement. Madame Duval, impassible, annonça, après enquête, les allégations contre Monsieur Duval sont infondées. Classées comme diffamation professionnelle. Un soupir collectif. Élise triompha, Votre honneur, nous demandons la garde partagée, avec droits égaux pour Monsieur Lemoine. Maître Leclerc, acculé, plaida mollement, mais Sophie surprit tous en demandant la parole. Je retire mes objections. Benjamin est leur père. Et Clément, je m'excuse. J'ai laissé ma douleur me guider. Sa voix tremblait, authentique, et la salle applaudit discrètement. Le juge, touché, prononça, garde alternée, avec médiation continue. Priorité au bien-être des enfants. Benjamin s'effondra en larmes, Clément le serrant fort, tandis que Louis et Émilie couraient vers eux, brisant les barrières. Le chaos joyeux qui suivit fut un baume, embrassade, rire, Sophie essuyant une larme en souriant faiblement. On y arrivera, murmura-t-elle à Benjamin. Dehors, sous le soleil, la famille recomposée posa pour une photo improvisée à un moment fugace de paix. Mais le vrai drame couvait encore, au milieu de la liesse, Clément reçut un appel de Provence. Un ancien collègue, l'affaire refait surface. Quelqu'un a vendu les vieux dossiers à la presse. La trahison n'était pas finie, Sophie ? Ou un ennemi de Clément ? Le soir, dans leur appartement, la célébration fut douce amère. Benjamin et Clément firent l'amour avec une gratitude profonde, leur corps célébrant la victoire comme un rituel païen. Tu es mon héros, souffla Benjamin, traçant les contours du torse de Clément. Ce dernier, plus vulnérable que jamais, confia, et si le passé me rattrape ? J'ai fui la Provence pour ça. Benjamin le rassura, on affronte ensemble. Mais au matin, les journaux titraient, le compagnon gay de l'avocat impliqué dans scandale pédophile ancien. C'était faux, recyclé, mais destructeur. La tempête médiatique éclata. Benjamin, protégeant les enfants, annula les visites. Sophie, suspecte aux yeux de tous, jura son innocence, ce n'est pas moi. J'ai brûlé les dossiers. Mais le doute persistait. Clément, brisé, proposa de partir, pour te protéger. Benjamin refusa, furieux, c'est notre amour qu'ils attaquent. Ils engagèrent un avocat en diffamation, mais le mal était fait, appels anonymes, regards en coin au cabinet. Au cœur de la crise, une révélation, le détective de Sophie avoua, sous pression d'Élise, avoir vendu les infos à un tabloïd pour de l'argent. Sophie, innocente cette fois, aida à le coincer. Pour me racheter, dit-elle. La presse se rétracta, mais les cicatrices restaient. Benjamin et Clément, plus unis, parlèrent pour la première fois d'avenir, un voyage en Provence, pour affronter les fantômes. Sophie, dans un geste final de rédemption, organisa un dîner familial. Autour de la table, avec Louis et Émilie riant aux éclats, elle leva son verre, à nous, recomposés. Benjamin sourit, Clément à ses côtés, et pour la première fois, l'amour secret de Sophie trouva sa place, non possessif, mais bienveillant. Pourtant, un appel de l'éditeur de Clément changea tout, ton article sur le scandale de Provence ? Il mérite d'être publié. La vérité libère. Clément hésita, craignant de rouvrir les plaies. Benjamin l'encouragea, écrit. C'est ton feu. La nuit suivante, alors que Clément tapait frénétiquement sur son ordinateur, Benjamin l'observa, émerveillé.
Leur amour, testé par le feu, en sortit plus fort un mélange de passion et de résilience, profondément humain. Mais le climax approchait, la publication de l'article déclencha une enquête policière sur les corrompus de Provence, impliquant l'ancien employeur de Clément. Une menace anonyme arriva, arrête, ou ton âme en paix. La trahison ultime? Quelqu'un du passé de Clément, cherchant vengeance. La publication de l'article de Clément, dans les pages du Monde, fut un séisme discret mais retentissant. Titre sobre, Les ombres de la corruption provençale, une enquête retrouvée. Les mots de Clément, ciselés avec une précision journalistique forgée dans le feu, dépeignaient un réseau de pots-de-vin impliquant maires et promoteurs, avec au centre l'ancien rédacteur en chef qu'il avait piégé 5 ans plus tôt. Pas pour la vengeance, avait-il dit à Benjamin avant l'envoi, mais pour la justice. Benjamin, lisant les épreuves à ses côtés, avait senti une fierté gonfler son cœur, chassant les derniers vestiges de doute. Pourtant, la menace arriva le lendemain, glissée sous la porte de leur appartement, une enveloppe anonyme contenant une photo de 2 enlacés, barrée d'une lame de rasoir factice et d'un message tapé à la machine, arrêtez, ou le sang coule. Clément blêmit, mais Benjamin, pragmatique, appela Élise. C'est du chantage. On porte plainte. La police, alertée, enquêta, empreinte digitale menant à un coursier payé en liquide, mais le fil se perdait dans les ombres de Marseille. Sophie, apprenant la nouvelle lors d'une remise des enfants, offrit son aide inattendue. J'ai des contacts dans la presse régionale. Laisse-moi creuser. Méfiant au début, Benjamin accepta, et bientôt, elle révéla, l'expéditeur était un neveu de l'ancien patron de Clément, un promoteur ruiné par l'article. Il voulait vous intimider pour protéger la famille. La révélation scella une alliance improbable, Sophie, Clément et Benjamin, unis contre l'ombre du passé. Les jours suivants furent un tourbillon d'interrogatoires et de témoignages. Clément, face aux enquêteurs dans un commissariat du Marais, revécut l'affaire en détail, les nuits blanches à fouiller des dossiers, la relation consentante avec l'assistant devenu un levier de chantage, la rumeur du mineur fabriqué pour le discréditer. J'ai fui parce que j'avais peur, pas parce que j'étais coupable, conclut-il, la voix ferme. Benjamin, présent comme soutien moral, serra sa main sous la table, un geste qui en disait plus que des mots. L'arrestation du neveu, un homme bedonnant aux yeux fuyants, marqua la fin de la traque. Lors de l'interrogatoire, il craqua, « Mon oncle m'a payé pour faire peur aux journalistes. » C'était censé s'arrêter là. Pas de violence réelle, mais l'intention suffisait pour une inculpation. Clément, libéré de ce poids, pleura pour la première fois devant Benjamin, « Je suis enfin libre. » Leur étreinte, dans la rue pluvieuse dehors, fut un renouveau, un baiser profond, salé de soulagement, sous les néons clignotants. Avec la paix revenue, la famille s'épanouit. Les visites alternées devinrent routine, dimanche au parc Monceau avec Louis apprenant le foot à Clément, qui se révélait un oncle improvisé attendrissant, mercredi soir où Émilie dessinait des portraits de papa et son ami spécial. Sophie, observant de loin, trouva en elle une sérénité nouvelle. Lors d'un café partagé avec Benjamin, elle confessa, « J'ai aimé secrètement ton bonheur avec lui, même quand ça me brisait. » C'est ça, l'amour vrai, laisser partir. Benjamin, ému, l'embrassa sur la joue, et le nôtre? Il reste fraternel, pour toujours. Leur propre amour, à Benjamin et Clément, s'approfondit dans cette quiétude. Ils adoptèrent un chat errant trouvé près du canal, baptisé Justice, et parlèrent d'avenir, un livre pour Clément sur les droits LGBTQ+ en France, un cabinet élargi pour Benjamin incluant des affaires pro bono pour les familles recomposées. Les nuits étaient des symphonies de tendresse, Clément cuisinant des bouillabaisse héritées de sa grand-mère, Benjamin lisant des dossiers à voix haute pour le faire rire. Leur intimité, affinée par les épreuves, était un art, des caresses qui racontaient des histoires, des murmures qui guérissaient les âmes. Un an plus tard, lors d'une audience de suivi au tribunal, Madame Duval scella la garde définitive, un modèle de coparentalité humaniste. Sophie, Benjamin et Clément posèrent ensemble pour la presse, un trio improbable symbolisant la résilience. Louis et Émilie, grandissant, apprirent tôt la beauté de l'amour sous toutes ses formes. Papa aime Clément comme maman aimait papa avant, expliqua Émilie un jour, et tous rirent, le cœur léger. La trahison de Sophie, autrefois un poignard, devint une leçon, l'amour secret, quand libéré, fleurit en compassion. Benjamin, regardant Clément dormir un soir d'été, fenêtres ouvertes sur la brise parfumée de jasmin, murmura, « Tu m'as sauvé. » Clément, mi-endormi, répondit, « Non, c'est nous qui nous sauvons mutuellement. » Leur baiser scella un pacte éternel,
dans la ville lumière qui avait vu naître et renaître leur passion. Et ainsi, dans les méandres humains de joie et de douleur, ils vécurent non pas un happy end hollywoodien, mais une humanité profonde, où les cicatrices deviennent des tatouages d'amour indélébiles. Paris, témoin indifférent, continua sa valse, mais pour eux, le monde avait changé, plus doux, plus vrai, plus gai.